Jacques Varret, bonjour. Merci de nous rejoindre ce matin encore pour parler de la COP avec votre œil d'expert et votre expertise. Nous avons parlé hier des différents endroits de la COP. Aujourd'hui, des enjeux climatiques généraux. Oui, alors en effet, cette COP s'adresse bien entendu à ces grands enjeux du climat, dont on peut distinguer en fait différents aspects. Alors le premier, ce qui est devenu le premier, en fait, c'est les effets du changement climatique, puisque depuis les années 92, où a été lancée la Convention climat au niveau international, tout le monde prend conscience de la réalité des effets, des perturbations avérées, des déstabilisations même, en particulier quand on voit la situation dans le Sahel, et finalement cette bande qui va du Sahel à l'Arabie, enfin à l'Asie mineure, c'est aussi cette zone effectivement qui est affectée par le climat. C'est-à-dire qu'il se désertifie, quoi. Qui se diversifie avec des phénomènes d'impact, en particulier sur les migrations, dont ce que nous avons vu ces derniers temps avec l'Irak et la Syrie ne sont que des petits avertissements de ce qui se passera sur l'ensemble de cette zone qui effectivement est soumise à des changements extrêmement importants avec la progression effectivement du désert sur les zones disons... sur des zones habitées, en fait. Zones habitées, voilà. Ouais. Alors, le deuxième, ça c'est le premier enjeu qu'on va appeler l'enjeu d'adaptation, qui fait d'ailleurs que certains pays du Sud, alors on peut aussi parler des îles, les basses îles, sûr, oui. Qui sont pratiquement en voie de disparition et qui, elles, disent c'est même pas 2 degrés qu'il faut viser comme objectif, c'est 1,5 degré, parce qu'à 2 degrés, on sait déjà que nous sommes sous l'eau, quoi. Ah, oui. Donc, alors l'autre aspect, c'est évidemment l'aspect sur lequel alors, le protocole de Kyoto avait surtout mis l'accent, qui est la question de la réduction des émissions, c'est-à-dire la nécessité d'abaisser la production et la consommation d'énergie fossile pour effectivement ne pas dépasser ces 2 degrés. Bon, la difficulté, c'est là que nous sommes tous drogués de ces énergies fossiles qui ont été accessibles à si bon marché et qui ont effectivement été en grande partie un mode de vie, le moteur de notre croissance, on peut dire, parce qu'il y a une relation très directe entre le PIB et la consommation d'énergie fossile. Mais effectivement, si on poursuit, on sait qu'on va vers 4,5 degrés et pas vers 2 degrés. Donc. Alors du coup, effectivement, il faut trouver une méthode de travail pour changer les choses. Dans le passé, c'était du top-down, c'est-à-dire qu'on avait assigné au pays des objectifs de réduction qui devaient suivre obligatoirement. Ouais. Pour le faire, on avait fait des concessions à certains pays, par exemple à la Russie, en disant on va prendre ce qui était avant la période soviétique, comme ça vous n'aurez rien à payer et tout ira bien. Donc d'autres pays des arrangements, des arrangements qui font que finalement on a dit on va changer de méthode, maintenant on va passer du top-down au bottom-up, donc de partir effectivement de ce que les pays sont prêts à faire. Et donc ça a été ce qui a précédé la COP, donc un gros travail qui a été fait par la diplomatie française pour récupérer les copies des 195 pays. Mais effectivement, le total de l'affaire, c'est que quand on regarde ce que les pays vont faire, même et y compris avec des aides, eh bien, on n'a pas le compte n'y est pas. C'est-à-dire qu'on va plutôt à 3 degrés qu'à 2 degrés. Ouais. Donc l'enjeu de la semaine actuelle de la COP, c'est, ayant fait ce constat, effectivement, que ce qui a été remis par les pays ne permet pas d'aboutir, eh bien, c'est comment, par quelle méthode, par quels moyens arriver à ce que on aille quand même vers 2 degrés au lieu des 3 degrés vers lesquels on est là d'après les déclarations des pays. Et là, il y a des implications effectivement très fortes, en particulier cette idée qui se discute maintenant d'y aller par étapes. C'est-à-dire dire, même si vous n'êtes pas prêt à y aller tout de suite, au moins dans 5 ans, on en reparle on prend la direction. Voilà. Alors, en fait, en quelque sorte, on définit un escalier avec des marches et on peut monter, mais on ne peut jamais descendre, quoi. Voilà, donc on sait dans quel sens il faut aller, et jamais dans l'autre sens. Mais évidemment, il y a aussi des gens qui critiquent cette approche en disant pourquoi reporter à dans 5 ans des décisions qu'on devrait prendre maintenant, et si on les reporte dans 5 ans, pourquoi on les ferait plus dans 5 ans qu'aujourd'hui? Voilà, donc on a là aussi un sujet de débat entre les groupes de pression, disons, et les États, mais cette idée des marches, quand même, est actuellement l'idée retenue, avec alors un enjeu des discussions qui commence à devenir un peu lourd maintenant, c'est
c'est de bien définir les dates. Parce qu'après avoir dit qu'on faisait des marches, il y a des pays qui disent oui, bon, on n'a pas besoin de se revoir quand même tous les 5 ans. Il suffit de se mettre d'accord sur les échéances. Il faut se mettre d'accord sur les échéances. Voilà. Alors, bon, les résultats attendus, c'est effectivement de répondre aux objectifs, bien sûr, c'est d'avoir les capacités pour les atteindre. Il faut aussi que le texte soit équitable, hein, c'est-à-dire que les pays les plus riches payent pour les pays les plus pauvres, comme ça a toujours été entendu dans la Convention, et puis que le processus soit quand même cohérent dans son ensemble et en fin de compte efficace. Et voilà, c'est ce que nous cherchons à obtenir effectivement comme résultat, et c'est au cours probablement du dernier entretien de cette session que nous pourrons vérifier si nous avons approché ces résultats. Oui, et demain d'ailleurs nous discuterons, nous verrons quels sont les points durs de la négociation, et il y en a. Absolument. À demain alors. Tout à fait. Bon, allez, on enchaîne. Ah, pas tout de suite. Il y a même des gens derrière le rideau. Ouais. On est surveillés. C'est bon ? Jacques Varret, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on s'attaque à quelque chose de difficile dans cet entretien, c'est les points durs sur les négociations en cours. Effectivement, on se rend compte que les négociations sont difficiles, mais est-ce que vous allez pouvoir nous dire pourquoi elles sont difficiles ? Voilà, elles sont difficiles, disons, on peut relever plusieurs points durs. Alors, le premier, c'est la question des financements, parce que finalement, la situation fait que les pays du Sud sont sans doute plus aptes au changement que les pays du Nord. Ils n'ont pas été empêtrés, disons, dans des choix historiques à long terme. Du genre charbon dans certains pays, pétrole, etc. Beaucoup de pays du Sud peuvent passer très directement d'une situation, disons, de faible consommation d'énergie basée sur le bois, etc., directement sur les renouvelables, sans passer par l'étape, disons... de l'industrialisation lourde. Voilà, ou celle que nous avons connue. Mais pour ce faire, évidemment, ils ont besoin, ces pays, de transfert de technologie et de moyens pour, effectivement, assurer ce changement. Donc, il y a un constat sur lequel il y a un accord, c'est qu'il faudrait 100 milliards, pas moins de 100 milliards de dollars par an, à l'horizon 2020, pour le faire. 100 milliards qui devraient être non pas prélevés sur l'aide aux pays en développement traditionnel, mais additionnels en plus. Donc c'est des 100 milliards spécifiques climat. Alors ça, il y a cet accord. Bon, maintenant, pour réunir cette somme, c'est pas gagné. Mais enfin, pour l'instant, on est quand même arrivé à 85. Donc il y a une annonce des différentes parties prenantes, entre les banques internationales, les États, etc., qui permet d'annoncer ce chiffre de 85 milliards, qui ne vient pas d'ailleurs que des puissances publiques, mais il vient aussi, bien entendu, des entreprises, puisqu'il s'agit quand même de réaliser concrètement des projets de production d'énergie renouvelable, par exemple, ou des projets d'adaptation, etc., éventuellement des projets à double dividende, à la fois adaptation et renouvelable. Tout cela, c'est un des premiers, c'est le premier point dur de la discussion, des négociations, c'est d'aboutir à ces 100 milliards. Il faudrait que Paris, disons, permette d'assurer qu'on aura ces 100 milliards par an à partir de 2020. On attend l'engagement de certains. Voilà, on attend l'engagement de certains. Voilà. Et puis, ce qu'on appelle le fonds vert, qui va effectivement gérer ces affaires. Le deuxième point dur, c'est le problème du contenu du texte de l'accord. C'est-à-dire que, paradoxalement, le texte actuel, pratiquement, c'est très curieux, ne parle pas d'énergie. Ah oui. Il ne parle pas des énergies fossiles, il ne parle pas des énergies renouvelables. Or, il faudrait que le texte soit plus précis. Alors, certains disent, l'objectif, par exemple, c'est zéro fossile. Que l'on arrive à une échéance à 2100, par exemple, où on dira, on ne consomme plus de fossiles en 2100. Ce qui serait assez raisonnable, parce que vous savez que les énergies fossiles sont limitées et que le pétrole sert par exemple à bien d'autres choses qu'à être brûlé pour de la combustion ou pour faire marcher les voitures. Ça permet de faire des plastiques, ça permet de faire d'autres tas de choses utiles. Voilà, l'idée de zéro fossile et puis de 100% renouvelable, par exemple, à un horizon
par exemple 2100, serait quelque chose d'intéressant. Pour l'instant, ce n'est pas du tout dans le texte. Autre aspect qui n'est pas non plus dans le texte aujourd'hui, c'est la question des fameuses taxes sur le carbone, d'imposer des taxes sur le carbone. Oui, mais ce n'est pas une autorisation à la pollution, ça. Alors, il y a deux aspects. Il y a deux aspects là-dedans. Il y a la question de ce qu'on appelle le marché carbone, qui permet effectivement de compenser que, disons... celui qui est riche peut polluer. Voilà, de transférer la pollution chez le voisin, qui est différent, enfin c'est une autre approche que celle de la taxe, qu'on n'a jamais réussi à mettre en place d'ailleurs. Qui est très paradoxal, parce que finalement, le prix du pétrole, par exemple, a augmenté considérablement, indépendamment des taxes sur le climat qu'on n'a jamais mis en place. Donc, voilà, il y a cet enjeu, effectivement, financier, là, qui est lourd, qui est discutable, qui est difficile. Jacques Varret, on va être obligé d'arrêter, puisqu'on arrive au bout de notre temps.